Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la vie étudiante. Je m'appelle Erika Dupont, je suis docteure en histoire de l'art contemporain depuis fin 2019 et je vous partage dans ce podcast toutes les anecdotes importantes qui ont jalonné mon parcours universitaire depuis la licence et jusqu'au doctorat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être dédié aux doctorants qui sont salariés ou qui vont l'être prochainement. Alors déjà, je tiens à vous dire bravo parce que vous ne l'entendez probablement pas souvent et malheureusement, je sais qu'on vous encourage rarement dans la voie que vous avez choisie, qu'on comprend aussi très rarement votre démarche. Alors en guise d'introduction, je voulais vous dire aussi que quand j'ai décidé de faire ce podcast, je ne pensais pas que j'aurais autant de choses à dire ou que ce serait aussi douloureux pour moi de revenir sur cette expérience pour vous la partager et pour vous conseiller surtout au mieux. Je prépare toujours mes podcasts et mes vidéos sous forme d'articles que je publie sur mon site et cette fois-ci, c'est vrai que j'ai dû prendre la décision de découper ce texte en 3 articles que vous retrouverez donc sur le blog. Alors, en France, être doctorant salarié, c'est courant dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est courant parce que les financements sont rares dans ces domaines-là et que les hautes études en sciences humaines et sociales, elles permettent à ceux qui les mènent de travailler de manière autonome en fait, en dehors des laboratoires. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine flexibilité qui est intrinsèque en fait à la méthode de travail. La plupart des doctorants salariés sont donc souvent ceux qui mènent ces études en sciences humaines et sociales. J'ai fait partie de ces doctorants salariés, vous le savez, et c'est vrai que vous avez été nombreux depuis le début de mes activités en ligne à me demander d'évoquer ce sujet du point de vue de mon expérience, c'est-à-dire comment j'ai fait, comment je me suis organisée, quels conseils je pourrais donner par exemple. Et donc, comme je disais, je m'attelle à le faire aujourd'hui, mais c'est le podcast le plus difficile que j'ai eu à écrire jusqu'ici parce que il y a plein de choses que j'ai envie de dire aux doctorants salariés, parce que le fait de l'avoir été fait écho à une expérience vraiment très éprouvante pour moi, et pas parce que être doctorante ou être salariée en soi a été difficile, mais parce que les 2 activités qui ont été menées ensemble dans ce contexte particulier ont vraiment eu des effets dévastateurs dans ma vie. Donc l'idée c'est pas de faire un podcast misérabiliste dans lequel mon but ce serait de victimiser les doctorants salariés, pas du tout. Je l'écris vraiment pour celles et ceux qui sont concernés par cette situation et pas pour les représenter auprès de celles et ceux qui ne le sont pas. Le but c'est vraiment de revenir sur une expérience qui à mon avis va résonner avec beaucoup d'autres, donc c'est ça l'intérêt, c'est évidemment pas de raconter sa vie et c'est surtout pouvoir vous donner un max de conseils, de vous permettre de prendre un peu de recul parce qu'on a souvent le nez collé à l'image quand on est dedans et on a du mal parfois à essayer de modifier certaines choses pour que ça devienne plus facile en fait. Voilà, donc que vous soyez salarié en ce moment, doctorant déjà, ou que vous envisagez de l'être là dans les prochains mois, vous êtes concerné de la même manière, donc n'hésitez pas à écouter ce podcast jusqu'au bout et puis à revenir aussi sur les articles pour éviter justement d'avoir à prendre des notes sur tout ce qui pourrait vous intéresser ou bien vous concerner. Alors la première partie, c'est vraiment un retour d'expérience, un retour aussi sur le statut du doctorant salarié. Le statut du doctorant salarié en lui-même, il fait émerger des sentiments, des états, des situations qui sont contradictoires. Personnellement, j'ai moins souffert de ce statut à l'université qu'ailleurs, parce qu'en fait à l'université c'est courant, mais ailleurs ça n'a pas de sens du tout en fait. Et en haut de cette longue liste de paradoxes qu'il faut porter quand on est doctorant salarié, je pense que le décalage entre le niveau d'études qu'on a et le fait d'avoir le plus souvent un job alimentaire par ailleurs, c'est ça qui est le plus difficile à gérer et pour plusieurs raisons en fait. C'est vraiment le côté social. On a beau savoir que les deux ne sont pas corrélés dans cette situation spécifique, il n'est pas simple en fait de s'en convaincre dans les nombreux moments de doute. Et au-delà du fait que le job qu'on a généralement ne nous satisfait pas, qui rémunère peu, qui nous prend une énergie de dingue, il représente aussi un risque en fait sur le long terme, parce que là où chacun commencera à exercer sur un poste qualifié après l'obtention d'un master, le doctorant salarié de son côté il reste souvent sur des jobs alimentaires qui présentent l'avantage de requérir peu d'investissement personnel, mais du coup si vous arrêtez le doctorat par exemple en cours de route, c'est compliqué de valoriser les dernières années qui ont été passées sur des jobs un peu alimentaires souvent, et même quand on termine le doctorat, on a peur parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle valorisante à valoriser sur un CV. Donc quand on est en 3e, 4e, 5e année de thèse,
voire plus. La difficulté à gérer la situation, elle augmente parce que la précarité, elle s'est installée, qu'on est surchargé, parce qu'on veut compenser tout ce que l'absence de financement implique. Notre entourage comprend de moins en moins la situation, puis on a de plus en plus de mal à répondre aux questions de façon convaincante. Le statut, en fait, à la maison, c'est un peu celui du loser de service qui sait pas gérer son temps, qui a rien compris aux règles du marché du travail. Si vous êtes un SHS, je vous fais un gros big up. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes la personne qui stagne pendant que tous les autres avancent et là, votre estime de vous-même, elle peut vraiment prendre un coup. Pour moi, c'est ça vraiment qui a été le plus difficile à gérer quand j'étais doctorante salariée, c'est cette chute progressive après le master de mon statut de doctorante prometteuse à doctorante travailleuse, puis tout doucement de doctorante précaire à doctorante loseuse, on va le dire. Il y a un moment où quelque chose bascule autour de vous et qui finit par vous percuter de plein fouet en fait. C'est l'image que vous renvoyez quand vous avez 27, 28, 29 ans, je parle même pas des 30 ans, et cette image va devenir votre identité. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Le piège s'est refermé et là c'est trop tard. Quand vous en êtes là, c'est compliqué. Alors, le premier conseil que je voudrais donner aux doctorants qui se préparent au doctorat non financé, c'est vraiment d'être extrêmement vigilant au sujet de l'entourage. Le piège majeur, je pense, c'est de croire que le statut de doctorant salarié va s'assumer grâce à une conviction profonde que vous avez au départ. Le piège, il va venir de l'extérieur pour altérer cette conviction profonde. Il va pas venir de vous au départ. C'est votre entourage que vous devez prévenir. C'est lui qu'il faut préparer encore plus que vous-même parce que c'est lui qui va s'inquiéter le premier et lui ne porte pas la conviction que vous portez justement. Donc votre priorité, c'est de garder les doutes des autres sous contrôle. Pour tout ce qui est cercle familial, amical, amoureux, préparez vos proches. Dites-leur que ça va être hyper long, que ce sera vraiment compliqué, que c'est un travail de longue haleine et que vous allez douter, parce que vous allez douter. Noircissez le tableau si besoin, préparez-les au pire s'il le faut et dites à vos proches que vous allez avoir besoin d'eux pour ne pas être tentés d'abandonner. Dites-leur que vous comptez sur eux, que leur rôle va être déterminant pour vous et pour votre réussite parce que c'est vrai et on a souvent tendance à préserver les autres des risques qu'on prend et là c'est un risque que vous prenez mais je pense que là il vaut mieux les préparer au pire pour qu'ils s'attendent en fait aux difficultés et qu'ils aient le réflexe de vous soutenir au lieu de chercher à vous montrer le pire comme si vous ne le voyez pas. Ça c'est un truc qui est horrible aussi, c'est quand on vous explique la vie, quand on vous explique dans quelle situation vous êtes alors que vous le savez justement mieux que les autres et que vous doutez. Donc là quand on en est là franchement c'est super compliqué, c'est là qu'on n'arrive plus à se convaincre soi-même en fait. Si vous leur dites que vous avez peur d'échouer, ils vont vous dire que c'est impossible. Par contre, si vous leur dites que vous êtes sûr de réussir, ils vont trouver ça suspect dès le départ et ils vont avoir raison parce qu'ils savent très bien que personne ne peut jamais vraiment être sûr, surtout dans ce genre de voie. Donc plus vous allez tenter de les préserver, plus ils vont croire que vous n'êtes pas conscient de la situation et quand vous finirez par leur parler de vos doutes, ils vont profiter de ce moment de lucidité pour vous convaincre de tout arrêter. Et là, c'est vraiment pédaler dans le mauvais sens en fait. Parlez-en avec eux tout de suite, avant même votre inscription. Dites-vous que de toute façon, vous allez chercher des financements tout au long du doctorat, ça c'est clair. Surtout, je vous encourage à continuer de chercher des financements, même si ça vous prend un temps de fou. Ça peut vraiment changer la donne par la suite. Mais en tout cas, préparez-les au pire. Préparez vos proches à ce que ça soit vraiment une étape très très lourde pour vous, pour qu'ils aient envie d'être proactifs dans votre sens et dans le sens de votre projet, plutôt que qu'ils s'inquiètent en fait. Après, pour tout ce qui est travail et puis tout ce qui est acteur de votre quotidien, faut savoir en fait que vos proches sont pas les seuls à faire partie de votre entourage, ils vont s'inquiéter, et éventuellement ils vont pouvoir mépriser au bout d'un moment votre projet, mais vous, ils vont pas vous mépriser. Le mépris ou ce truc un peu de reproche, vous allez le ressentir plutôt au travail par exemple, on va vous faire des reproches. Job alimentaire ou pas, vous ne serez jamais complètement investi parce que votre thèse va être votre priorité, vous êtes là pour financer la thèse et pas pour faire une thèse comme ça un petit peu à côté, mais par contre vos collègues et vos supérieurs, eux ils s'en foutent de ça, ils s'en foutent de votre situation, ils s'en foutent que vous ayez une thèse dans votre vie, eux ce qu'ils vont juger, c'est votre investissement au travail. Donc préparez-vous à ça parce que, en fait, même si ce job, en l'occurrence, vous n'avez pas envie de l'investir, ça peut vous peser d'avoir des reproches, ça peut vous peser dans le quotidien d'avoir des collègues qui sont pas hyper proches de vous, des supérieurs qui vont vous faire sentir que l'année prochaine va falloir trouver autre chose. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Ne cherchez pas pour autant à vous investir de la même manière que les autres, mais plutôt pensez
à des stratégies pour faire la différence autrement sur votre lieu de travail. Soyez par exemple la personne qui fait un peu plus là où les autres font un peu moins. Soignez vos relations avec vos collègues. Apportez des petits pains pour l'équipe un mercredi par mois par exemple. Proposez un café aux autres quand ils sont absorbés dans leur tableau Excel ou qu'ils sont exaspérés par le chef. Écoutez sincèrement les histoires des autres quand vous êtes sur les pauses déjeuner. Prenez du temps pour les écouter. Proposez des after-work de temps en temps aussi. Tout ça, ça va vous faire du bien à vous-même et ça va faire plaisir aux autres sur le moment. Ça va vous demander peu d'investissement en fait et ça va vous rendre sympathique même si vous n'êtes pas le plus investi des collègues. Devenez un petit peu présent mais autrement, c'est-à-dire soyez fiable au lieu de faire des heures sup, soyez malin et puis agissez sur tout ce qui est cohésion, ambiance au travail. Ça, vos supérieurs vont adorer. Ils vont comprendre ce rôle clé que vous avez et ils vont pas forcément se focaliser sur le reste en fait. Je me souviens, j'avais une collègue comme ça, mais j'ai mis du temps moi à comprendre ça. J'avais cette collègue quand c'était au tout début, j'étais encore en licence, mais ça me rappelle vraiment, elle m'a appris. C'était une collègue, elle était à fond dans un projet qu'elle avait, c'était d'entrer à Saint-Cyr, elle avait un projet de ouf en fait, et c'était notre collègue dans un établissement scolaire. Et c'était compliqué quoi. C'est pas qu'elle en foutait pas une rame, mais franchement, fallait régulièrement lui dire non mais là t'étais pas à ton poste, on a dû gérer à ta place. Enfin, c'est jamais agréable parce qu'on est tous des étudiants salariés en tout cas sur ce genre de boulot et c'est vrai que c'était un peu pénible. Mais en fait, elle arrivait toujours à se tirer d'affaire et elle avait toujours le smile, elle avait toujours vraiment un rire communicatif. Elle avait vraiment un don pour faire oublier très vite les choses qu'on pouvait lui reprocher. Et aujourd'hui, c'est toujours une amie, elle a réussi à aller au bout de son projet et c'est vraiment une personne qui a énormément compté en fait dans mon parcours, même si sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, je l'ai pas compris tout de suite en fait. Voilà, après, bon, il n'y a pas que le boulot non plus, il y a d'autres acteurs qui sont plus éloignés, qui peuvent aussi vous mettre des bâtons dans les roues de manière un peu plus insidieuse encore. Ce sera par exemple le regard des clients quand vous êtes au travail sur des postes un peu pourris. Ce sera les agents administratifs qui vous regarderont un peu de côté quand vous allez faire vos demandes d'aide sociale ou même pire, votre propre écran d'ordi quand vous faites certaines déclarations en ligne, genre remplir niveau d'études, doctorat, salaire mensuel 1000 € et situation familiale célibataire quand vous êtes sur un même formulaire. Ça fout un coup au moral et il faut s'y préparer, je vous le dis. Alors là, avoir des proches bien préparés et des collègues sympas, ça va vous aider beaucoup plus que votre conviction profonde. Faites-moi confiance, donc soignez surtout toutes ces relations dans votre quotidien, que ce soit la semaine ou le week-end. Et puis, j'ai envie de dire, rappelez-vous aussi que la différence entre faire le bon choix et se tromper ne se joue pas à la réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous allez aller au bout de votre doctorat que vous aurez eu raison de faire des mauvais choix en fait, en cours de route. Vous pouvez réussir à obtenir le doctorat, mais perdre énormément dans la bataille, et c'est des choses que vous récupérerez pas par la suite en fait. Perso, j'ai fait plein d'erreurs au travail, notamment j'ai mis du temps, plusieurs années à comprendre. Heureusement, j'étais salariée avant le doctorat, donc quand je suis arrivée en doctorat, j'étais déjà un peu armée. Mais si vous démarrez plus ou moins là en ce moment, ça peut être compliqué quand même de faire comprendre aux autres que votre situation, elle est différente, parce qu'en fait, c'est une erreur ça par exemple, de croire que les autres vont comprendre votre situation. En fait, ils s'en foutent. Il n'est pas normal non pour eux de ne pas s'impliquer dans votre situation. Ils vont vous faire des reproches et ça va vous peser. En fait, au départ, vous dites que c'est pas grave, que ça doit se prendre d'où ça vient, mais en fait non, ça va vous prendre la tête. Je sais que moi ça m'a pris la tête, j'en ai souffert et j'ai compris un peu tard que prendre au sérieux mes relations professionnelles pouvait en fait m'apaiser et que ces expériences, elles avaient une place à part entière, surtout dans la construction de ma carrière. Ça, je vais en parler beaucoup plus longuement après. Donc voilà, faites attention à tout ça, il faut essayer de rendre tout ça assez agréable si c'est possible. Quand vous êtes au boulot, dites-vous que vous êtes au boulot, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et le mieux c'est de travailler dans une très bonne ambiance parce que par exemple, perso, tous les amis que j'ai, mais vraiment tous les amis que j'ai, les plus proches et ceux que j'ai depuis 10 ans, c'est des anciens collègues. Je les ai rencontrés sur mon lieu de travail, on a des parcours qui sont un peu similaires, des trajectoires un peu
identique au niveau de l'enjeu en fait pour nous au départ d'avoir été salariés dans nos études. Donc forcément, ça crée des liens et toutes les autres relations que j'ai pu tisser, ne serait-ce qu'à la fac par exemple, pendant mes cours en histoire de l'art, ces relations-là, elles n'ont rien donné. Donc voilà, c'est des parcours de vie en fait. Et si vous intégrez ça, je pense que déjà, ça va vous éviter pas mal d'erreurs. Après, vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais moi j'avais tendance quand même à ne pas travailler suffisamment ces relations au travail. Donc voilà, faites en sorte que tout aille bien dans votre vie et pas à ce que tout aille bien dans votre thèse. Ça, c'est super important et quand je l'ai compris, j'ai soutenu ma thèse. La deuxième partie de ce podcast, c'est tout ce qui est organisation. Comment on s'organise quand on est doctorant salarié. Alors là, j'ai pensé à deux choses en fait. La première, c'est vraiment d'avoir une stratégie de long terme. Avoir une stratégie de long terme parce que faut pas gérer que le quotidien, faut essayer vraiment de voir très loin en fait, le plus loin possible après la thèse, mais déjà le plus loin possible dans la thèse c'est bien aussi. Et puis la deuxième partie de cette partie, la deuxième sous-partie, ce sera plus dédié aux stratégies de court terme, parce qu'il y a des moments où vous allez être un peu plus dans le rush par rapport à d'autres périodes qui vont être relativement plus calmes. Donc il faut savoir gérer ce rythme en dents de scie, et ça c'est pas évident. Quand on est doctorant salarié, s'organiser, c'est le nerf de la guerre. Les doctorants salariés savent que la difficulté, c'est pas seulement de mener de front la thèse et le travail, c'est qu'il faut remplacer le financement par des expériences valorisantes. Ça les rassure souvent et ça compense. Ce qui va sans dire qu'une thèse non financée, c'est une thèse qui n'a pas fait ses preuves de rentabilité. Donc vous voyez ce que je veux dire si vous êtes en doctorat de philo, en doctorat de sociologie, d'histoire de l'art, etc., enfin de littérature, tout ce qu'on veut, tout ce qui peut ne pas être financé. Clairement, c'est des travaux qui n'ont pas fait leurs preuves en termes de rentabilité. On est dans une société qui tourne comme ça, donc on peut mettre n'importe quel discours, n'importe quelle expérience sur cette phrase. En fait, elle sera toujours vraie dans l'esprit des gens, et ce, jusqu'à la fin des temps. Faut l'admettre, c'est tout. Faut pas essayer de convaincre les autres que votre travail a de la valeur pour la société, parce que vous y arriverez pas. Franchement, j'ai tout essayé. Si vous y arrivez, créer une chaîne YouTube, je sais pas, mais il y a quelque chose. Le doctorant salarié, souvent, il va chercher à accumuler les expériences, et plus la fin de la thèse va approcher, plus il va être surchargé. Je pense que c'est une logique gagnante, c'est une logique que j'ai appliquée pour moi et ça a fonctionné vraiment plutôt bien. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour optimiser ses chances dans la poursuite de carrière. Le problème, c'est que c'est surhumain en fait de gérer une thèse, un emploi et puis différentes activités supplémentaires. S'organiser, là, c'est une clé qui va vous permettre de gérer au mieux l'anxiété qui peut survenir du fait de la surcharge de travail. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Faut une stratégie, et là, je parle pas d'un truc très compliqué. Il s'agit vraiment juste d'être au clair avec vous-même sur les actions à mener, de sorte à éviter les réflexions qui vont être faites dans l'urgence et les mauvaises décisions qui peuvent être prises, justement, selon les émotions, la fatigue du moment, en fait. Alors pour ma part, j'ai commencé mon doctorat en étant surveillante dans un internat. J'en parle parce que je pense que c'est un job auquel vous avez peut-être pas pensé, mais c'est un job qui peut être intéressant. Moi, ça me permettait de travailler la nuit, en fait, d'être payée pour être présente sur place et pour dormir sur place. C'est vraiment le meilleur job que je pourrais conseiller aux doctorants non financés, même si je sais que c'est facile à dire. À l'époque, moi, je venais de me séparer, j'étais célibataire, donc ça m'a rendu service. Ce job, il comblait un certain vide, une certaine réalité quand tu dois changer d'appart, tu te retrouves toute seule, etc., que t'es en plus dans une situation par ailleurs pas hyper stable. Voilà, clairement je me suis remise de cette rupture à la vitesse de l'éclair grâce à ce planning au travail qui était assez particulier. Et par contre, je sais que je pense pas que j'aurais fait ce travail si j'avais été en couple ou si j'avais été en famille, encore moins. Parce que voilà, à temps plein, ce job ça représente 3 ou 4 nuits par semaine où vous n'êtes pas à la maison. Sinon voilà, fallait arriver à 18h, fallait surveiller le réfectoire pendant que les jeunes dînaient, puis après fallait les surveiller pendant la soirée. En général, à partir de 20h30, c'était assez calme. J'avais une collègue qui était doctorante elle aussi en littérature, donc clairement on avait plein de choses à se dire, et ça a vraiment été ma chance en fait. On a passé toutes nos soirées à discuter de tout ce qui nous occupait, on avait vraiment de super relations avec les jeunes, donc il y avait une bonne ambiance, et c'est vrai que ce travail a été relativement agréable. On pouvait travailler un peu le soir si on souhaitait, si on en avait vraiment besoin, donc c'était quand même assez flexible en fait. On se couchait quand on voulait, on se levait vers 6h pour se préparer. Après, il fallait encore surveiller le petit déjeuner, et puis on quittait l'établissement vers 8h du matin. Donc la plupart du temps, après le taf, je rentrais chez moi pour travailler sur ma thèse, ou bien j'allais le faire à l'université.
La difficulté vraiment quand je rentrais chez moi, c'était de ne pas aller me recoucher ou de laisser filer la matinée, parce que on a beau dormir sur place, en fait, c'était pas vraiment comme être chez nous. Et quand j'allais travailler à la fac pour essayer de me motiver, justement, le plus dur c'était de pas rentrer après le déjeuner parce que là t'as un gros coup de barre quand même qui arrive et c'est vrai que c'est dur de se motiver au quotidien. En fait, tu vas être motivé en début de semaine et puis au bout de 3 jours t'es mort quoi. Donc faire des semaines complètes c'était pas toujours évident et c'est vrai qu'au cours de l'année, voilà, ça passe, mais ça use en fait. C'est un taf qui use énormément. Le fait d'être tout le temps dans l'alternance entre l'internat et la recherche, ça c'était compliqué. C'était deux modes en fait qui étaient complètement différents et puis on passait souvent 2 à 3 jours sans rentrer chez nous, sans rentrer à la maison, donc on se relâche pas vraiment en fait. Ajouter à cet emploi du temps strict entre lycée et thèse, la préparation d'une intervention en colloque ou une première publi, des heures d'enseignement jusqu'à 15 heures par semaine parfois, j'en ai parlé dans un autre podcast, puis l'organisation de colloques aussi qui m'a pris un temps, une énergie de dingue, le temps que tu passes aussi comme représentante des doctorants parce que tu veux t'impliquer dans le laboratoire. Et puis aussi tout le temps que tu passes à chercher des financements, tout ça ce serait devenu complètement ingérable si j'avais pas su renoncer justement temporairement à mon travail de thèse pour me consacrer à tout le reste. Et ça a été payant parce que finalement j'ai pu être financée pendant la dernière année grâce à tout ce que j'avais mis en place pendant les premières années. Alors au niveau du taf, des fois j'étais tellement épuisée, tellement surchargée que juste l'idée de me rendre au lycée me donnait la nausée. Donc des fois j'appelais puis je disais que j'étais souffrante et quand je faisais ça, j'avais l'impression de mentir en fait et je culpabilisais énormément de faire ça. Je me disais que j'étais pas à la hauteur, je serais jamais à la hauteur, que j'arrivais pas à gérer. Mais en fait avec le recul, je pense que vraiment c'est la seule manière de réussir. C'est une façon d'être à la hauteur. Donc si vous êtes concerné par ça, si de temps en temps vous appelez pour dire que vous êtes malade alors qu'en fait vous êtes juste mort, vous avez besoin d'être chez vous, vous avez besoin de faire un break, c'est pas grave. Je pense vraiment que c'est une force en fait de savoir le faire, de savoir se dire que là faut le faire, faut faire une pause. Toutes les fois où je me suis forcée à me rendre au travail ou à bosser sur ma thèse alors que l'idée même de le faire me donnait la nausée, je l'ai payé 10 fois le prix par la suite en fait. Ça se répercute, c'est une question de temps en fait. Ça va revenir et quand votre corps vous envoie ce signal là, quand vous avez envie de vomir juste à l'idée d'aller bosser, c'est que vous devez vous arrêter. C'est que c'est vital, c'est vraiment pour vous préserver. Moi j'ai fait l'erreur de percevoir mon corps comme un obstacle. Mon mental, je pensais qu'il tenait mieux. Je pensais que mon mental tenait beaucoup mieux que mon corps. J'avais la volonté, mais le reste ne suivait pas en fait. Et ça m'énervait donc pendant une grande période, pendant plusieurs années, j'ai fait du sport pour me renforcer. Je pense que c'était la pire erreur que j'ai faite. Je pense que vraiment, parmi toutes les erreurs que j'ai faites, celle-là c'est la pire. Je me suis littéralement détruite. Je luttais en fait en me disant que mon corps allait se remettre, qu'il allait se renforcer, comme si l'esprit et le corps avaient la même vocation au lieu d'être complémentaires, et c'est comme ça que j'ai fini hospitalisée. Mon corps pouvait marcher, ok, c'est vrai qu'il s'était remis, mais mon esprit était brûlé, à l'état de cendre. J'ai mis des mois, même, je sais même pas si je suis encore vraiment remise de ça en fait. Donc vraiment, écoutez votre corps, il a toujours raison. Respectez vos temps de pause, même quand vous avez ce sentiment d'effusion là qu'on connaît tous en recherche. Sentiment d'effusion quand on est sur un truc, on n'arrive plus à s'arrêter, on a l'impression qu'on va écrire toute notre thèse là d'un coup d'ici à demain. Ce sentiment, en fait, il précède souvent les pires moments d'abattement. C'est un leurre de l'esprit. Vous êtes comme un enfant qui est épuisé, en fait, vous courez partout avec enthousiasme. Franchement, méfiez-vous de ces sensations-là. Faites un calendrier pour l'année, soyez large, avec des longues plages pour faire les plus petites choses. Prévoyez des pauses dans les journées, prévoyez des congés, protégez vos week-ends comme si votre vie en dépendait, parce que je pense que c'est le cas en fait. Vous allez tirer sur la corde à des moments, c'est ok. Par contre, il faut absolument rattraper les temps de pause. Vous devez vraiment comprendre aussi que maintenant, vous pensez que dans 3 mois, ça va être beaucoup plus calme qu'aujourd'hui. Vous pensez que dans 3 mois, c'est bon, vous aurez fait tout ce que vous aviez à faire et que vous allez vous reposer dans 3 mois. Mais en fait, c'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Dans 3 mois, il y aura plein de choses. Dans 3 mois, ce sera exactement comme aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont arriver à ce moment, entre deux, en fait, dans l'intervalle. Et je vous assure que dans 3 mois, vous serez aussi chargé qu'aujourd'hui. Donc faites attention à ça et ne reportez pas, surtout pas, vos temps de pause à dans un mois ou à dans demain, juste demain en fait. Pas demain, c'est aujourd'hui qu'on se repose et c'est tous les jours qu'on prend du temps pour soi.
Pour ce qui est des stratégies de court terme, alors pour gérer le court terme, vous savez, ces périodes vraiment très chargées, mon principal conseil, c'est un peu le même que celui pour le long terme, sauf que vous allez le détailler un peu plus. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire un calendrier sur l'année, vous allez vous organiser sur la semaine, jour par jour. Vous allez hiérarchiser, vous allez évacuer tout ce qui n'est pas urgent. En l'occurrence, la thèse, elle n'est pas toujours urgente. Le job aussi peut sauter à certains moments, quitte à rattraper les heures par la suite, ou à vous faire porter pâle en dernier recours. Si vous êtes actuellement dans une période vraiment surchargée, je pense qu'un simple planning jour par jour sur la semaine à venir, avec des objectifs réalistes, ce sera une excellente solution pour reprendre le dessus. Parce que quand vous avez un cerveau surchargé, en fait, vous êtes obsédé par tout ce qui n'est pas fait, au lieu d'être obsédé par tout ce qui est fait. Donc, prendre du temps pour vous et vous poser en fait pour faire le point, ça va vous sembler complètement contre-productif, voire même impossible, alors qu'en fait c'est exactement ce que vous devez faire pour calmer l'anxiété et votre impression d'être dépassé en fait. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et de faire redescendre la pression, de souffler un petit peu et surtout de penser à ce qui a été fait, parce que penser à ce qui a été fait c'est bénéfique, ça vous donne une sensation d'accomplissement. Il faut profiter aussi, n'oubliez pas de profiter de ce que vous avez réussi à faire. Ça, c'est vraiment bénéfique. Faites des listes, listez simplement ce qui reste à faire. Ça va vous permettre de hiérarchiser du plus urgent au moins urgent. Puis ensuite, vous allez reporter les actions dans un semainier, papier de préférence. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, faites comme vous voulez. L'idée, c'est que vous ayez toute la semaine sous les yeux, en fait, en entier. Les agendas électroniques, c'est bien, mais souvent, ils ont le défaut de ne pas nous permettre de visualiser toute la semaine. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas, en fait, ce qu'il y a après le lendemain. On n'anticipe pas assez bien les actions. Visualisez votre semaine, ça va vous aider à installer un calme en vous, vraiment. Donc essayez. Voilà, si vous avez des conseils, vous, pour vous organiser, des petits trucs, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent des applis comme Notion. Moi, je m'en sers aujourd'hui dans mon activité. Je m'en servais pas tellement de ces outils-là quand j'étais en thèse, parce qu'en fait, je vous dis, moi, c'était l'agenda papier qui me paraissait le plus fonctionnel, en fait. Des fois, on a besoin de couper aussi avec les écrans. Il y a une fatigue qui vient de ces applis aussi, et qui peut juste nous saouler. Moi, je me rappelle très bien, il y a des moments en thèse où je pouvais même plus regarder mon portable, j'en pouvais plus. Je désinstallais ma boîte mail le week-end tellement j'avais besoin juste de dormir et de regarder par la fenêtre plutôt que de regarder mon écran, quoi. Donc voilà, si vous ressentez tout ça, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et puis ouais, franchement, si vous avez perdu l'habitude d'avoir votre agenda papier, pourquoi pas essayer de vous en servir à nouveau. On est peu après la période de rentrée, il y a toujours des agendas assez sympas dans les magasins, et puis il y a le mois de janvier aussi qui arrive, donc ça peut être cool de redémarrer ça bientôt. Sinon, alors la dernière partie de ce podcast, c'est une partie que j'ai dédiée au capital que représente le fait d'avoir été salarié, d'avoir été doctorant salarié. C'est la partie qui me tient le plus à cœur, parce que on oublie, et enfin je pense qu'on n'en a pas conscience pendant la thèse, mais le fait d'être doctorant salarié, c'est votre capital. C'est vraiment hyper important en fait pour la suite. Quand on est dedans, on a des difficultés parfois à percevoir en quoi le fait d'être salarié pendant le doctorat c'est bénéfique, parce que principalement on croit que le doctorat va être notre principale richesse quand on l'aura obtenu. On croit que c'est sur le doctorat qu'on va pouvoir capitaliser. Et je préfère vous le dire, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Il y a une nuance en fait, il y a quelque chose d'autre. Moi, j'ai principalement vécu le fait d'être salarié comme un obstacle, clairement, comme une difficulté supplémentaire, comme un énorme handicap, et je me trompais lourdement. Je pense que c'est ça aussi qui m'a usée, c'est pour ça que cette partie me tient énormément à cœur. J'ai connu les deux. J'ai été salariée pendant les 4 premières années, et j'ai été financée pour ma dernière année. Déjà, donc j'ai pu me consacrer entièrement à ma thèse pendant 1 an, je sais ce que c'est, et je peux vous dire déjà que la dernière année, elle a été bien pire que les autres, mais vraiment pire que tout le reste réuni. C'est peut-être parce qu'une part de moi s'est relâchée, ou parce que le financement a exercé une certaine pression que j'avais pas forcément anticipée, parce que j'ai toujours pensé que les doctorants financés étaient bien plus chanceux en fait, et que pour eux c'était complètement différent. En fait c'est faux, ça c'est clair que c'est faux. Les doctorants financés ils ont des problèmes qui sont assez proches en fait en termes de légitimité. Bref, en tout cas, j'ai soutenu depuis 2 ans, j'ai maintenant suffisamment de recul pour voir clairement ce que j'étais pas capable de voir à l'époque. Je pense que ça a été une chance d'être salarié, parce que la somme des expériences m'apparaît aujourd'hui comme un ensemble qui est cohérent et plus comme quelque chose de décousu.
En fait, pendant ma thèse, j'étais concentrée sur l'obtention de mon doctorat. Donc toute ma vie s'organisait en fonction de cet objectif. Je me suis parfois projetée dans d'autres activités quand j'en avais marre, mais en fait, très vite, je revenais sur le doctorat. En fait, quand vous savez que la recherche n'est plus une voie pour vous parce que voilà, elle vous a trop abîmé, donc vous envisagez de partir, de faire autre chose, vous savez que vous allez quitter la recherche, mais il y a quelque chose en fait qui vous pousse à aller au bout d'abord. Donc je m'explique pas, hein, ça me fait penser à des situations de relations toxiques, faut aller au bout, et par chance, dans le doctorat, il y a quand même le diplôme à la clé. Du fait d'être concentrée sur l'objectif de la recherche, tout ce qui gravitait autour m'apparaissait comme des obstacles, des ralentisseurs, des boulets à mes chevilles en fait. J'étais pas complètement investie dans tous les autres aspects de ma vie. Il n'y a que celui-là dans lequel j'étais complètement investie. Donc inconsciemment, sans vraie réflexion, j'ai construit tous les autres aspects de ma vie. Genre, ce job-là, c'est bon, il va convenir. Ce repas, c'est bon, ça fera l'affaire. Ce gars-là, c'est bien, ce sera très bien. En fait, c'était inconsistant, hein, c'était général. D'ailleurs, une fois que la thèse s'est terminée, tout le reste s'est terminé aussi à une vitesse déconcertante. Tout devient évident en fait à la fin. Vous voyez l'ensemble. Sans la thèse, vous vous demandez où est le problème. Déjà, vous êtes toujours dans une quête acharnée de solutions, vous vous rendez compte assez vite qu'en fait, il n'y a plus lieu d'en chercher, le livre de problèmes est refermé, la thèse est finie, donc il n'y a plus qu'à aller jouer. Alors si vous entendez ce que je dis, peut-être que vous êtes encore dans une spirale infernale, peut-être que vous êtes encore en pleine galère dans le fait d'être doctorant salarié. Ces mots que je suis en train de dire, peut-être qu'ils vont vous paraître bêtes, peut-être qu'ils vont vous paraître effrayants, peut-être qu'ils vont vous paraître trop simples, mais en fait, je vous assure que rien n'a été plus simple, plus évident à la fin de ma thèse. Quand je l'ai terminée, tout a été simple. Et pourtant, je peux vous dire que jusqu'au dernier moment, ma vie était extrêmement compliquée. Tout était extrêmement compliqué. C'est pour ça, en fait, que je vous inciterai toujours à faire une thèse si vous hésitez à en faire une et à l'achever si vous êtes en train de douter sur le fait de terminer ou pas. C'est pour cette sensation de libération totale que j'apparente à l'arrivée au sommet d'une très haute montagne. Si vous restez en bas et que votre regard est de ceux qui veulent porter plus loin, cette montagne, elle sera toujours une gêne devant vos yeux. Si vous redescendez après avoir commencé l'ascension, je me dis que ça revient presque au même, mais peut-être que je me trompe parce que je ne l'ai pas vécu. En tout cas, tout change quand vous êtes arrivé en haut de cette montagne. Et comme pour tout sportif qui vient de se surpasser, la phase d'analyse va pouvoir commencer. Vous allez penser à tout ce que vous avez mis en place pour atteindre votre objectif et vous allez percevoir seulement à ce moment-là tous les liens, toutes les relations entre vos actions. Et là, dans le cadre du doctorat salarié, toutes ces expériences professionnelles qui vous ont servi d'outils pour financer le doctorat vont devenir des éléments indissociables de votre réussite. Pour rien au monde, vous n'allez vouloir les échanger, vous n'allez vouloir les mettre de côté, les planquer sur le CV. Pour rien au monde, je pense, en tout cas moi ce fut mon cas, vous n'aurez envie de les ranger au fond d'un tiroir. En fait, vous allez comprendre complètement leur intérêt, vous allez comprendre leur valeur et vous n'irez plus nulle part sans eux. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes à la sortie de tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a un fil conducteur, il y a un dénominateur commun dans tout ce que vous avez fait. Perso, pendant le doctorat, j'ai fait toutes sortes de jobs. J'ai travaillé au McDo, j'ai enseigné à l'université, j'ai fait des gardes d'enfants et j'ai fait de la recherche associée à l'université d'Yale, par exemple. Dans cet ordre, hein, parce que l'ordre, ça compte. Ce que j'ai pas voulu faire aussi, ça compte. Je me souviens, j'avais une collègue il y a quelques années, ça m'avait interpellée. Elle avait dit qu'avant d'arriver sur ce poste qu'on avait toutes les deux, elle avait travaillé, elle avait fait des ménages en fait. Elle avait fait du ménage, elle avait travaillé dans l'aide à la personne, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, des anciens collègues qui avaient eu des expériences dans des grandes surfaces, des trucs comme ça, des trucs, mais moi franchement j'aurais jamais pu faire en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai préféré aller au McDo dans la restauration au départ que d'aller vers les grandes surfaces. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous, parmi tous ces jobs alimentaires, des trucs qu'on pourrait faire et des trucs qu'on ne se voit vraiment pas faire en fait. Il y a une sorte de hiérarchie même dans les jobs qui sont peu valorisés en fait. Et ça compte, c'est ça que je veux dire, ça compte. Ce que vous avez choisi de faire plutôt que ce que vous avez choisi de ne pas faire pour financer le doctorat, ça va compter parce que vous allez voir qu'il y a vraiment un fil conducteur dans toutes les activités que vous avez faites. Ça peut être l'humain, ça peut être justement l'aide à la personne. C'est marrant de voir par la suite les trajectoires des gens. Par exemple, cette collègue qui avait été dans l'aide à la personne et que j'avais rencontrée dans l'éducation nationale, elle est jamais partie vers l'enseignement après. Elle est devenue conseillère principale d'éducation, elle était CPE. Elle aime bien, elle est beaucoup plus dans le social en fait. Elle est toujours proche des parents, dans la discussion avec les élèves. C'est des établissements pas forcément faciles. Et voilà, donc on voit en fait dès le départ en fait comment vous allez financer tout ça vous donne une petite idée de là où vous allez en réalité.
Et du coup, il n'y a plus de hiérarchie. Ce qui est intéressant aussi avec le doctorat, c'est que une fois que vous êtes en haut de cette montagne, tout va se replacer sans hiérarchie. Il n'y a plus de sommet, donc il n'y a plus d'inférieur en fait. Il n'y a plus rien d'inférieur parce qu'il n'y a plus de choses à gravir. Vous êtes en haut, tout a la même valeur pour vous parce que tout a du sens en fait, tout à coup. Alors que pendant le doctorat, souvent, vous allez prioriser la thèse et vous allez placer la recherche tout en haut de votre pyramide de valeurs. Voilà, sachez que derrière, souvent ça change. Il y a des choses qui changent. Une fois que vous avez le doctorat, vous voyez les choses autrement, même si c'était quelque chose que vous pensiez même pas possible pendant le doctorat. Pour moi, ça, c'est votre plus grande force par la suite. Faire un doctorat, en fait, c'est un moyen de faire une carrière académique. Et le doctorat en salarié, souvent, il a un truc en tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez quelque chose en tête. Le doctorat en salarié, il a quelque chose à atteindre par cette voie en particulier. Le doctorat, c'est une possibilité, je pense, pour qui veut changer de monde, changer de conditions, changer d'identité, changer de réalité. Je pense qu'il y a forcément un de ces termes qui va vous parler si vous êtes doctorant salarié, surtout si vous êtes en sciences humaines. Je pense qu'aucun humain ayant le luxe de croire qu'un doctorat ne sert à rien, surtout en SHS, parce qu'il ne permet pas de gagner plus d'argent ou d'atteindre un poste plus élevé, n'a compris l'enjeu du doctorat pour le doctorant salarié. Quand vous serez docteur SHS, que vous aurez parlé aux clients du McDo, aux jeunes des cités, aux clients d'une banque, que vous aurez fait partie d'une équipe de commerciaux, vous aurez fréquenté des chercheurs, des pontes, que vous aurez organisé des colloques, que vous aurez enseigné à l'université publique, privée, que vous aurez eu des retards de loyer, que vous aurez dormi dehors, que vous aurez envisagé l'allocation de chômage comme une opportunité, un luxe même parce que c'est du temps, quand vous aurez travaillé dans les endroits les plus beaux, les plus prestigieux, les plus cotés, dans plusieurs villes du monde, et que vous serez rentré le soir dans votre studio de 20 mètres carrés en vous demandant quel avenir vous attend et où trouver l'argent pour vivre demain, mais vous serez capable de tout en fait. Aucun financement ne vaut cette expérience. C'est une richesse, je pense, que tout l'or du monde ne saurait remplacer. C'est votre ticket d'entrée pour la vie dont vous rêviez, à condition, je dis bien à condition, d'en avoir conscience et d'en faire une force pour exiger du monde qu'il vous rembourse au centuple l'investissement que vous avez effectué. C'est ça, je pense, vraiment, la force future du doctorant salarié. C'est quelque chose que vous percevez probablement pas aujourd'hui, mais je vous assure que vous allez comprendre ça dès lors que vous aurez terminé le doctorat. Il y a quelque chose qui a changé pour moi quand je suis sortie de cette galère avec le doctorat en poche, c'est que j'ai plus rien toléré. J'ai plus toléré aucun manque de respect, j'ai plus voulu des compromis, j'ai plus accepté qu'on me fasse patienter, j'ai plus supporté qu'on me dise non quand j'avais envie d'un truc. Ça veut pas dire évidemment que je suis devenue imbuvable, d'ailleurs je pense que j'étais bien plus chiante avant, mais j'ai enfin fait en sorte d'obtenir ce que je voulais, parce que je refusais que ça ne me soit pas accessible en fait. Moi ce que je veux m'est dû, je me pose même plus la question en fait, je veux un truc, je l'obtiens. À partir de là, je vous assure que c'est toute votre vie qui change. Avant je croyais que je devais faire avec ce que j'avais, que je devais composer avec les paramètres qui étaient les miens. Donc je redoublais d'efforts pour acquérir un peu plus et puis je reformulais ma demande plus tard, poliment. Maintenant, mais je m'en fous en fait, je m'en fous de l'impossible. Je produis ce que je veux au lieu de chercher à l'acquérir. Je suis dans la vie maintenant comme un nouveau riche. Si je veux, je prends. Si ça n'existe pas, j'investis. Ça s'appelle la légitimité en fait. C'est un truc que probablement vous connaissez pas encore aujourd'hui parce que vous êtes doctorant salarié et que ça implique plein de contradictions, plein de paradoxes. Ce qui a changé, c'est dans ma tête, hein. Clairement, c'est dans ma tête. Le monde n'a pas changé, mais c'est dans votre tête que tout se joue dans cet intervalle entre la réussite et l'échec. Quand vous avez tout sacrifié, vous voyez le monde autrement. Quand à la limite elle sera dépassée, vous le saurez et vous commencerez à exiger. Exiger, c'est refuser qu'on vous dise non. Alors évidemment, on va toujours vous dire non, mais comme vous allez refuser cette réponse, vous allez avoir une idée. Et cette idée, vous l'auriez jamais eue si vous aviez accepté ou compris qu'on vous dise non. La différence pour moi, c'est ce doctorat qu'il a fait. Pour d'autres, ce sera l'Everest, pour d'autres, ce sera une terre d'accueil, pour d'autres, ce sera l'argent, ce sera d'avoir des millions. Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est une quête d'abondance. Si vous vivez dans la nécessité de l'abondance plutôt que dans une aspiration à l'abondance, alors vous réussirez. Un doctorant salarié, c'est un doctorant qui vit dans une nécessité. C'est pour ça que je vous répète tout le temps qu'il faut savoir pourquoi vous faites un doctorat. Vous allez mettre le doigt sur cette nécessité. Cher doctorant salarié, identifiez votre nécessité. Cultivez votre nécessité. Parce que c'est elle qui est votre capital. C'est pas le doctorat en lui-même, c'est pas le diplôme. C'est votre nécessité dans cette galère. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous le faites ?
Soyez au clair avec ça parce que c'est sur ça que vous allez pouvoir capitaliser et je peux vous garantir que derrière, la richesse qui vous attend, elle va être totale. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés, que ce soit dans l'organisation, que ce soit voilà, dans tout ce que j'ai pu aborder. Il y a certainement encore 10 000 choses à dire. Je suis obligée de m'arrêter parce que je vois que ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle. J'espère qu'au montage, je vais pouvoir réduire un peu ce temps. N'hésitez pas à communiquer dans les commentaires, à échanger, voilà, à apporter aussi votre pierre. Et évidemment, si vous êtes en pleine galère et que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin justement de décoller le nez de l'image, si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Si vous êtes dans l'après-thèse justement et que vous ressentez pas ce truc dont je viens de parler, vous vous sentez pas justement toujours pas légitime, par exemple que le doctorat vous a pas apporté ce que vous vouliez, contactez-moi parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Et je sais ce que c'est. Donc venez vers moi, je vous mets aussi le lien en description pour prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous il est offert, donc ça vous permet de faire un petit peu le point avec moi, de éventuellement repartir avec des pistes, c'est généralement ce qui se passe. Et puis on voit ensemble par la suite, si vous voulez continuer dans cet accompagnement, il y a plein de solutions, je veux dire c'est soit la consultation, soit des formules mensuelles par exemple, donc il y a pas mal d'options. Venez vers moi puis on en discute et je vous explique tout ça. Je vous souhaite en tout cas bon courage. Comme d'habitude, je pense énormément à vous. Je crois surtout énormément en vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ou pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.